Monsieur le Président de la communauté de communes et conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'associations, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises locales, commerçants et artisans, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chères Lardinoises, chers Lardinois. Bienvenue à toutes et à tous à ce traditionnel rendez-vous auquel vous nous faites l'amitié de participer. L'année 2024 aura été bien triste et éprouvante pour notre municipalité, avec la disparition de notre conseiller délégué et ami Thierry Patonnier. Un hommage public lui sera rendu au printemps. Les années se suivent et se ressemblent dans notre commune, puisqu'après les 105 licenciements des salariés de Condat, l'onde de choc s'est propagée parmi les fournisseurs. Tout d'abord, avec la fermeture en février 2024 de SVT, Société Vézarienne de Transformation, et le licenciement de 14 personnes. Puis, en fin d'année, ce sont 20 salariés de SVL qui ont reçu le 14 décembre leur lettre de licenciement, après, pour certains, une trentaine d'années de travail dans ces entreprises. Je profite de cet instant pour avoir une pensée particulière pour toutes ces personnes licenciées. La communauté de communes et moi-même faisons tout notre possible pour trouver des solutions, aussi bien pour l'ECTA que pour SVL. Présentation de porteurs de projets, recherche d'investisseurs. Mais ces entreprises sont avant tout des entreprises privées, seuls maîtres de leur destin. Au niveau national, il n'aura pas échappé à personne que notre pays traverse, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, une période extrêmement compliquée et confuse sur le plan politique, marquée par l'absence de majorité nécessaire pour gouverner de façon sereine et apaisée. Les discussions sur le projet de loi de finances 2025 laissent entrevoir de nouvelles contraintes budgétaires, près de 10 milliards d'euros de restrictions imposées aux collectivités locales, qui risquent d'étrangler davantage nos collectivités, venant réduire drastiquement nos actions et nos projets d'investissement. Le contexte international est également compliqué, avec la guerre Russie-Ukraine qui n'en finit pas, le conflit israélo-palestinien qui dure maintenant depuis 1 an, la chute du régime syrien et la prise de pouvoir par le groupe HTC. Tout ceci risquant de menacer les équilibres géopolitiques mondiaux. C'est dans ce contexte local, national et international difficile que les collectivités, comme les entreprises, et comme tout un chacun, doivent s'adapter et continuer à avancer. Comme je vous l'avais annoncé, l'année qui vient de s'écouler aura été riche en événements, en défis et en succès. Grâce à l'engagement de l'équipe municipale et à l'implication du personnel communal, nous avons pu concrétiser les projets qui améliorent notre cadre de vie. Tout d'abord, nous avons achevé la réfection du groupe scolaire, dont l'inauguration a eu lieu le 16 novembre dernier. Le coût des travaux s'est élevé à 601 357,16 €, avec un reste à charge de 232 132 € pour la commune, grâce aux subventions de l'État et du département dans le cadre des projets communaux. Nous avons également achevé les travaux de restauration du restaurant La Verrerie, qui a ouvert le 5 mai dernier. Et nous avons procédé également à la renaturation des parkings et à la revitalisation du quartier. Le tout pour un montant de 1 021 000 €, sachant qu'à partir de la 14e année, le montant des loyers couvrira le montant des annuités d'emprunt. Nous avons également procédé à la modernisation de l'éclairage public. En effet, la commune s'est engagée, en lien avec le SDE 24, sur une programmation sur 10 ans. Cette année, la deuxième tranche a été exécutée pour un montant de 30 500 €, avec un reste à charge pour la commune de 10 175 €. Nous avons mis en place le programme de défense incendie sur la commune et nous avons posé 5 bâches incendie à l'Age, à l'Angle, au Martré, à la Comte-Ségéral et aux Adeuils.
Le centre aéré, qui est très convoité, est pratiquement loué tous les week-ends. Cependant, il n'était pas aux normes en termes d'assainissement. Nous avons donc lancé les travaux d'assainissement individuel et ils viennent juste de s'achever. Nous avons également acheté le terrain des Martrets pour la construction de 2 T4 et 6 T3 par Périgord Habitat. Et enfin, nous avons acheté le terrain de M. Bail en prolongement du stade de rugby. En tout, la municipalité a ainsi engagé 2 millions d'euros sur la seule année 2024. À l'aube de cette nouvelle année, je veux maintenant évoquer l'avenir et les projets. Face au contexte compliqué local, ou national ou international que je vous ai décrit tout à l'heure, nous avons appris à nous adapter, à nous unir et à avancer ensemble vers nos objectifs communs. Chaque obstacle sur notre chemin a renforcé notre détermination et notre résilience. Je suis convaincue que ces expériences nous ont préparés à accueillir 2025 avec détermination et ambition. Nous irons de l'avant tout en restant prudents et vigilants face à l'évolution de la conjoncture pour mettre en œuvre des projets structurants pour notre commune. Donc tout d'abord, nous allons procéder à l'aménagement de la deuxième tranche de cette même salle des fêtes. Dans cette deuxième tranche, il s'agira essentiellement de l'isolation extérieure et intérieure du bâtiment, du changement des menuiseries, du changement du mode de chauffage, de la réfection du sol et de l'agrandissement de la partie juste à côté de la cuisine. Le démarrage des travaux est prévu au 1er avril, et ce n'est pas un poisson. Mais pour se terminer normalement en mars 2026. Les associations l'auront compris, nous devrons encore sur cette période interdire l'accès à la salle des fêtes et nous vous remercions d'ores et déjà pour votre compréhension. Pour pallier à ces difficultés, nous avons loué des espaces modulaires d'une surface de 120 mètres carrés pouvant accueillir les activités habituelles des associations, mais il ne sera pas possible d'y organiser des repas. Pour cela, il faudra voir avec la mairie pour vous aider à trouver des solutions. Peut-être que les maires, mes voisins maires, pourront peut-être nous aider, seront peut-être sollicités. Nous avons également en projet la rénovation du bâtiment de la Poste. Nous travaillons avec le cabinet d'architectes sur le projet de rénovation des locaux loués par la Poste, ainsi que sur la réhabilitation du logement à l'étage, qui serait scindé en 2 appartements. Les travaux devraient débuter en fin d'année 2025. Donc, la cabinet d'architectes et MAD, et je remercie M. Morand d'être présent ce soir. Ensuite, nous avons procédé à une étude d'aménagement donc des quartiers, des Malettis, des Abeuils et de l'avenue de la Promenade. Comme nous nous y étions engagés, nous attachons une importance à l'amélioration du cadre de vie de nos administrés. Ainsi, sur 2024, nous avons renaturé et revitalisé le quartier de La Galide, puis nous avons choisi le bureau d'études et nous avons échangé avec les riverains des quartiers des Abeuils, des Malettis et de l'avenue de la Promenade lors d'une réunion publique. Sur 2025, nous continuerons cette démarche afin de prendre en compte au mieux les avis des riverains, dans la limite des budgets impartis. Les travaux sont prévus de démarrer par tranche sur l'année 2026. Nous avons également un projet concernant l'aménagement de l'entrée du stade de rugby. Notre équipe de rugby a une place importante dans le milieu du rugby local et attire tout au long de l'année de nombreux spectateurs. L'entrée actuelle du stade est désuète et peu accueillante. Aussi, nous avons demandé à un bureau d'études EP Ingénierie de Terrasson, représenté par M. Perrard ce soir, que je remercie de sa présence, de travailler sur ce projet en concertation avec l'équipe dirigeante de l'USV. Le projet d'aménagement est maintenant finalisé. Il apparaît sur l'écran derrière moi et les travaux devaient être terminés vers le mois de juin. Nous inaugurerons alors le stade Thierry Patonnier et lui rendrons un hommage bien mérité. Nous avons également créé un espace de coworking. Le 1er janvier, cet espace de travail partagé a ouvert au 1er étage du centre socio-culturel, comme vous pouvez le découvrir sur le diaporama.
Il s'agit d'un lieu de travail partagé avec la possibilité de louer un bureau, des salles de réunion. Un espace de convivialité est mis à la disposition des demandeurs. Nous avons procédé également à la troisième tranche, nous allons procéder à la troisième tranche de la modernisation de l'éclairage public. Continuation de modernisation de l'éclairage public, troisième tranche, avec l'aide du SDE 24 qui prend en charge 35% de la dépense. À cet égard, je remercie M. Lionel Armand-Gagnan, premier vice-président du SDE, pour son aide précieuse tout au long de nos différents dossiers. Nous allons également continuer la défense incendie. Continuation de la pose de bâches et de réfection des poteaux incendie pour mise en sécurité des habitations non défendues à ce jour. Sur 2025 seront concernés les secteurs du Château de Perrot, de la Boissière, du chemin des Chapelles et de la route du chemin de fer. Je vous rappelle que ce programme court jusqu'en 2029 et concerne 30 lieux sur toute la commune. Résidence senior, réhabilitation de l'hôtel Sauté. Je l'évoque à chaque cérémonie de vœux. Mais cette fois, je parle sous couvert de M. Frédéric Guillon, ici présent, PDG du groupe Hexagone, et je le remercie de sa présence. Le promoteur Hexagone a subi de plein fouet la crise immobilière et a connu de grandes difficultés financières, d'où le retard du chantier. Ils ont réussi à trouver des financements pour mettre en œuvre la résidence senior sociale avec des partenaires de premier ordre et nous aurons enfin la chance de voir la construction démarrer lors du deuxième semestre 2025. Une chose est sûre, le projet ne sera pas modifié et restera conforme à ce qui vous a été présenté. Lors de l'apéritif, M. Guillon se tient à votre disposition pour échanger sur le sujet. Lotissement de Beaulieu. Face à la demande importante de logements sur notre commune, la municipalité travaille sur ce projet depuis son installation en 2020, au travers de recherches d'investisseurs divers. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui qu'un projet privé est en cours concernant 20 à 30 logements d'une surface moyenne d'environ 100 mètres carrés habitables sur des parcelles de 1000 à 1500 mètres carrés. Le permis d'aménager devait être déposé courant du premier semestre 2025. Nous avons aussi la possibilité d'acquérir des terrains à bâtir, donc sur ces surfaces de 1000 à 1500 mètres carrés, pour un prix d'achat de 17 000 à 30 000 euros. Si certaines personnes sont intéressées, pour l'instant, je vous demande de venir à la mairie. L'ancienne cimenterie, alors on appelle ça cimenterie, mais elle ne faisait pas du ciment, elle faisait des parpaings. Alors, comme je vous l'avais évoqué l'an dernier, nous travaillons sur le projet de réhabilitation de l'ancienne cimenterie. Les résultats de l'étude de sol sont aujourd'hui connus et ne sont pas bloquants pour la continuité du projet. Seuls quelques aménagements devront être apportés. Suite aux différentes démarches de la municipalité aidée par l'État, au travers des études menées par l'ANCT, un investisseur a manifesté son intérêt pour ce projet. Il doit entrer en contact avec les propriétaires en ce début d'année. Investissement, projet d'aménagement, la gestion et la vie de la commune passent également par son animation, à laquelle nous attachons de l'importance. En effet, la vie associative, culturelle et sportive est importante pour la commune et nous l'accompagnons au travers de subventions de fonctionnement. Le Lardin Saint-Lazare compte à ce jour 30 associations culturelles et sportives. Je saisis l'occasion pour remercier tous les dirigeants et bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année et la population lardinoise pour sa participation. Les animations culturelles et sportives marquantes de 2025. Les 3 et 4 mai, l'USV organisera pour la seconde année l'Ovalito, qui est le pendant du Mondialito, organisé à Condat pour le foot, soit une compétition pour les jeunes de 14 ans qui a connu pour sa première édition un franc succès. Et j'en profite pour remercier Thomas Combesco, qui est à l'initiative de cette manifestation pour son investissement personnel. La Périgordine, qui a installé son siège social au Lardin Saint-Lazare, organisera pour la seconde année consécutive au départ du Lardin Saint-Lazare le Tour de Dordogne. Puis, les 21 et 22 juin, aura lieu la course cyclo-sportive. Je les remercie également de leur présence. Le 23 juillet, l'association Pacte Tourtoura,
proposera au Château de Perrault un spectacle en 2 temps. Tout d'abord avec un grand pianiste américain, donc je ne peux pas vous donner le nom aujourd'hui, le contrat n'est pas signé. Et dans un second temps, différentes chorales. Le jeudi 24 juillet 2025 accueillera le lancement du festival Rêve en Vézère de la troupe des Compagnons d'Ulysse, toujours dans le très beau cadre du Château de Perrault, avec la pièce de Molière, Tartuffe, nouveau spectacle de la troupe joué en avant-première. Le Festival des Arts et des Mets aura lieu cette année, du 4 au 10 août, avec comme chaque année, maintenant, la participation de différentes associations pour animer cette semaine festive qui se termine par la fête foraine et le feu d'artifice. Le 20 août, nous accueillerons le Tour du Limousin avec un sprint Jean-Paul Gardet en hommage au coureur cycliste qu'il a été. Le 20 décembre 2025 verra la seconde édition du Trail du Père Noël en nocturne à partir de 19h30. À cette occasion, je remercie le LBC et l'amicale des sapeurs-pompiers qui ont bien voulu participer à cette animation cette année. Bien entendu, chaque association organise de nombreuses manifestations tout au long de l'année et anime ainsi notre commune. Mais je ne peux pas ici toutes les citer. Elles n'en sont pas moins méritantes. Un grand merci à toutes et à tous. Je vais maintenant évoquer la vie économique de notre commune. Bien évidemment, la vie de notre commune a été et est marquée par les licenciements de l'ECTA, SVL et SVT, comme je l'ai évoqué en introduction. Cependant, je voudrais saluer tout particulièrement les nouvelles activités artisanales et commerciales qui se sont implantées sur notre commune en 2024 et leur souhaiter beaucoup de réussite. Je vais les citer. Le Lardin Presse, qui est à la place de l'As, la société Servial, qui est également à la place de l'As, anciennement la place du GE, la société Périclim, avenue du 8 mai 1945, donc je salue les dirigeants présents ce soir, l'Institut de beauté L'Escale Bien-être, avenue du 8 mai 1945, je la salue également, MB Traiteur, 1 route de la Bonnetterie, et Truck 19, ZA du Grand Pré, qui est là aussi, je crois, et je les salue. La municipalité vous assure de son total soutien et vous remercie. Vous favorisez et contribuez à l'attractivité de notre commune. Merci. Je vais également évoquer maintenant la bibliothèque municipale. La commune a signé la convention d'adhésion au plan départemental de lecture publique permettant aux collectivités de bénéficier gratuitement des prestations et services de la bibliothèque départementale d'Ordogne-Périgord. En outre, le conseil municipal a opté pour la gratuité de l'adhésion à la bibliothèque municipale et à compter du 1er janvier 2025, À cette occasion, je tiens à remercier Madame Marie-Thérèse Mathieu ainsi que Madame Paulette Fage qui en assurent le bon fonctionnement tout au long de l'année. Je vais maintenant vous informer sur le fait que notre commune va avoir le recensement sur l'année 2025. Le recensement sur notre commune aura lieu du 16 janvier au 17 février 2025. Ainsi, 4 agents recenseurs ont été recrutés en la personne de Madame Karine Géry, Madame Christine Boyer, Madame Nathalie Trémouille et Monsieur Jean-Luc Fradin. Ces personnes sont munies d'une carte d'agent recenseur qu'elles vous présenteront. Je vous demanderai de leur réserver le meilleur accueil possible. Enfin, je voudrais revenir sur l'application Ma mairie en poche. Malgré les différents moyens de communication mis en place par la municipalité, site internet, page Facebook, panneaux d'affichage et applications gratuites, il est toujours compliqué d'informer la population. Aussi, je souhaiterais vous rappeler que la commune a mis en place en 2020 une application gratuite, téléchargeable sur tous les smartphones, vous permettant d'avoir en temps réel les informations telles que panne de courant, fuite d'eau, pas plus tard que hier, manifestations à venir, etc. À ce jour, seulement 622 abonnés sur 1704 habitants ont téléchargé l'application, soit un taux de téléchargement de 36,5%. Donc, alors, à vos smartphones, eh ben, je ne vais pas y arriver, et à fond le téléchargement de Ma mairie en poche. Alors, comme vous le voyez, 2025 sera dans la continuité de notre programme.
Cependant, nous devons faire preuve de prudence dans les budgets à venir du fait des augmentations de charges importantes que nous subissons, au même titre que chacun et chacune d'entre vous, et du fait des différentes réformes de l'État qui conduisent les collectivités à avoir de moins en moins de ressources tout en ayant des charges qui continuent à augmenter. Enfin, on peut rajouter les contraintes d'aménagement du territoire qui s'imposent à nous, le ZAN, zéro artificialisation nette, d'ici 2050, soit une diminution de 50% des surfaces construites sur la période de référence 2011-2021, qui vont être prises en compte dans l'élaboration du PLUI d'ici 2026. Tels sont les exemples de contraintes que nos collectivités subissent à ce jour, mais n'ayez crainte, la municipalité est toujours aussi motivée et poursuit son action en toute responsabilité pour le développement et la qualité de vie du Lardin-Saint-Lazare. Dans ce contexte, nous continuerons malgré tout notre programme de développement au travers des programmes d'investissement que je vous ai cités, améliorant ainsi la qualité de vie pour l'ensemble de nos habitants de tout âge. Tout ce projet est le fruit et le travail de toute une équipe et de toute la population participant au projet. Aussi, je vais en arriver aux remerciements, et si la liste n'est pas exhaustive, veuillez m'en excuser, et un merci sincère à vous tous. Mes premiers remerciements vont à mon équipe municipale et à mes adjoints, ainsi qu'aux employés communaux pour leur investissement, leur dévouement et leur sérieux à votre service tout au long de l'année. Je tiens tout particulièrement à souligner le bon travail en régie réalisé au niveau du nettoyage du bief par les services techniques et je les en remercie. Mes remerciements vont également aux différentes associations et à leurs bénévoles qui s'engagent maintenant chaque année pour que la semaine du Festival des Arts et des Mets soit une réussite. Je remercie également la présidence et la direction de la communauté de communes, ainsi que les différents services, le service urbanisme, le service habitat, le service assainissement, le SIAS, France Service, qui nous apportent leur précieuse aide tout au long de l'année avec sérieux et professionnalisme. Et bien sûr, je remercie la cellule économie qui me supporte toute l'année. Mes derniers remerciements iront à l'équipe des petites mains qui, sous la houlette de Nadine Pierson, ont travaillé toute la journée pour vous régaler tout à l'heure et pour mettre en place cette jolie salle, comme vous pouvez le constater. Cette nouvelle année promet d'être intense pour notre commune et permettez-moi de penser qu'elle ne pourra être que meilleure que ces 2 dernières années. Nous arriverons à la hauteur de ce que nous voulons à condition que chacun y mette du sien. Je prendrai ici la citation de Walt Disney. Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Alors, permettez-moi de rêver et de formuler pour notre commune mes vœux de solidarité et de prospérité. Que cette année soit remplie de belles réalisations et de moments inoubliables. La municipalité vous souhaite à toutes et à tous une très belle année faite de santé, de plaisir d'être ensemble et du bonheur de vivre au Lardin-Saint-Lazare. Je vous remercie, mais je n'ai pas fini parce que j'ai une autre casquette. Donc je vais changer ma casquette et je vais vous parler maintenant du département. Voilà. Alors, maintenant je vais m'adresser à vous en tant que conseillère départementale et je vais vous donner quelques brèves informations sur le fonctionnement du département. Les sujets seront plus largement développés lors de la présentation de nos vœux personnels de conseillers départementaux de Dominique Bousquet et moi-même le jeudi 30 janvier dans cette même salle auquel vous êtes bien évidemment tous conviés. L'année 2025 risque d'être également compliquée pour le département. La situation de notre département, comme celle des autres départements, s'est très dégradée du fait de l'effet ciseaux, augmentation des dépenses et baisse des recettes, qui s'amplifient depuis 2 ans. D'un côté, forte diminution des recettes des droits de mutation, 91 millions d'euros en 2022, 71 millions en 2023 pour atteindre 52 millions en 2024, qui est la principale ressource du département aujourd'hui, puisque ces derniers n'ont plus le levier fiscal.
Ils ne perçoivent plus la taxe foncière transférée à la commune en compensation de la taxe d'habitation supprimée. De l'autre, une augmentation soutenue des dépenses d'aide sociale qui atteignent 287 millions d'euros en hausse de 8% par rapport à 2023, plus 21 millions au niveau du budget en plus 21 millions par rapport au budget primitif 2023. Les augmentations concernent essentiellement l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie. Le nombre de bénéficiaires de l'APA continue de progresser avec au 1er janvier 2024 14 515 allocataires et une dépense prévue à hauteur de 100 millions d'euros, jamais atteint. En augmentation de près de 10% également, l'aide sociale à l'enfance, je vous en parle chaque année, qui mobilise cette année plus de 85 millions d'euros, avec notamment des frais d'hébergement en hausse de près de 19%, conséquence directe de la croissance soutenue du nombre d'enfants confiés à la collectivité par la justice. Je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui 1400 enfants qui sont sous tutelle et sont à la charge du département. Également, il y a une augmentation du budget du service départemental d'incendie et de secours. Donc, il y a les pompiers dans la salle. Donc, je les remercie également de leur présence. Le budget va atteindre 20,78 millions d'euros, plus 3%. Et malgré ça, je crois que ils auraient encore besoin de beaucoup plus. Mais malheureusement, c'est compliqué. En 2024, 35,5 millions d'euros ont été mobilisés sur les routes, soit 10,8 millions pour l'entretien et 24,7 millions en investissement. Et concernant la modernisation des collèges, c'est 4,3 millions d'euros qui ont été investis principalement dans la rénovation énergétique. Donc là, je viens de vous citer toutes les compétences obligatoires du département. En outre des compétences obligatoires que je viens de vous citer, le département a aussi engagé 10 millions d'euros dans le chantier de la fibre, puis 7,5 millions seront investis sur 2025 pour terminer cet important investissement. Soit au total, 60 millions d'euros auront été engagés pour le déploiement de la fibre sur le département. Aujourd'hui, ce sont 110 000 prises qui sont accessibles et à fin 2025, l'objectif est de 225 000 prises accessibles. Ainsi, sur notre commune, ce sont 612 foyers qui sont branchés sur 1147 prises éligibles, soit un taux de pénétration de 53,4%. Voilà, on est juste à la moitié, donc branchez-vous. Au niveau financier, on notera une dégradation de la capacité d'autofinancement brut de l'ordre de 10,6 millions pour s'établir à 33,3 millions d'euros en 2024. La capacité d'autofinancement brut, c'est recettes moins dépenses. Quant à la CAF-net, donc la CAF-net, c'est recettes moins dépenses, moins les emprunts. Quant à la CAF-net, pour la première fois, elle sera négative, pour la première fois dans l'existence du département, à hauteur de moins 3,6 millions d'euros, du fait du remboursement de la dette existante et de la nouvelle dette contractée en 2023. Face à cela, le département a décidé de réduire de 30% les aides au monde associatif. Donc, il y a des présidents d'associations, je crois qu'ils ont déjà reçu les lettres, normalement, et pour certaines associations, ça peut atteindre 50%. De faire des économies de fonctionnement sur les frais généraux. Le département a décidé de mettre en œuvre un objectif de non-remplacement des agents. 40 postes d'agents par an ne seront plus remplacés au département pour diminuer la masse salariale. Et de reporter certains projets d'investissement. Je ne peux pas terminer mes propos sans parler de la déviation de Bénac. Alors, je ne savais pas que ce matin, Germinal Perrault en parlerait, mais c'est pas grave, je vais continuer, puisque de toute façon, ce que je vous dis est dans la continuité de ce qu'il a dit ce matin. Je vais essayer en quelques dates et faits de vous résumer l'épisode Bénac. 29 janvier 2018, Madame la préfète signe l'arrêté autorisant les travaux du contournement de Bénac. Les travaux sont engagés par le département dans la foulée. Plusieurs piles de ponts sont coulées dans la Dordogne. 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux annule l'autorisation des travaux de la déviation de Bénac et ordonne la remise en état du site. 10 décembre 2019, la Cour administrative d'appel de Bordeaux confirme l'avis du Conseil d'État et donne raison aux opposants au projet controversé du contournement routier de Bénac.
Elle ordonne en outre la démolition des premiers travaux engagés. 1er juillet 2020, le préfet ordonne par arrêté la démolition. Et en même temps, le département a présenté un nouveau projet de boucle multimodale d'accès aux deux voies de la vallée de la Dordogne pour un montant de 51,2 millions d'euros. Donc là, on ne raisonne plus que sur le contournement de Bénac, mais sur un projet global qui englobe la gare de Ferrac, les Milandes et le château de Castelnau. Mais dans ce projet, on reprend et on reconstruit à partir des piles déjà construites. Le 8 janvier 2024, modifiée après concertation publique, la nouvelle version du contournement est adoptée en session extraordinaire au département par 36 voix pour et 14 abstentions, faisant partie des 14 abstentions. Le 16 avril 2024, la Cour administrative d'appel rend son arrêt et condamne le département à 1 433 000 € d'astreinte, dont 933 000 versés à l'État et 500 000 aux associations d'opposants, qui viennent s'ajouter aux 489 000 € déjà liquidés par l'arrêté du 4 juillet 2023 qui avait été versé aux 3 associations d'opposants. Donc au total, ça fait pratiquement 2 millions d'euros d'astreinte que le département a payé aujourd'hui. Le 5 novembre 2024, le préfet dit oui à la version revisitée du contournement de Bénac, celle dont je viens vous parler, qui doit réutiliser les ouvrages déjà construits. Parallèlement, la justice n'a pas rendu son verdict concernant l'arrêt ou pas de la démolition des ouvrages construits et les astreintes courent toujours. Le dénouement, personne ne le connaît, si ce n'est que l'on risque de tomber dans l'absurde. Dans le pire des cas, la justice peut décider de continuer à ordonner la démolition, alors que l'État a autorisé le nouveau projet. Autrement dit, suite au prochain épisode. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, j'en ai terminé. Je passe la parole au président de la communauté de communes pour vous donner des informations sur effectivement la communauté de communes. Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des associations, messieurs les responsables des administrations, de la gendarmerie, des pompiers, des différentes administrations d'État, la presse, mesdames et messieurs, chers Lardinois, bonsoir. Merci de cette invitation classique pour ces vœux. Depuis samedi, nous avons commencé la grande ronde des vœux. On en a fait 7 ce week-end et ça se terminera donc le 30 janvier, comme tu l'as dit, où vous êtes invités à nos vœux. Donc on va essayer de ne pas trop parler, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a même écrit un papier et on m'a dit de le suivre sans déborder. Donc comme vous voyez, je suis en train de le lire. Et je vais essayer de rester sur ce qu'on m'a dit de dire. Voilà. Ceci étant, on boit beaucoup aussi, hein, et j'espère que là ça va être pareil. On va casser la croûte et tout ça pendant un mois. Alors, au-delà de cette convivialité qui est importante, hein, Francine l'a dit, tout n'est pas réjouissant au niveau international, national, départemental. Mais ce qui fait notre force aussi, c'est quand même la cohésion de notre territoire. Et on arrive à faire des choses malgré les difficultés financières. Francine en a parlé, 2 millions d'investissements ici, du privé d'un côté, des fois ça a des avantages et des fois ça a des inconvénients. L'hectare, ce n'était pas un vrai avantage, hein, ces années qui sont arrivées. On espère que par contre, il y aura des investissements privés qui apporteront du dynamisme et du développement à notre territoire. Et après, il y a les grands investissements publics, et vous en avez fait un certain nombre, puisque 2 millions, c'est pas rien non plus. Voilà. Et tout ceci avec un budget qui est sérieux,
qui est tenu de façon importante, car quel que soit demain l'avenir, il faut qu'on fasse attention à nos budgets et pas se lancer dans des opérations trop dispendieuses. Voilà, donc bravo à l'équipe municipale. Et puis il y a la vie associative ici qui est riche, tu l'as énuméré. Alors il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que nous les week-ends, on n'arrive plus à suivre. Enfin, mais c'est toute l'année maintenant qu'il y a plein d'animations sur les 36 communes de ce territoire, qui va depuis, je l'ai dit, Sainte-Trie, là-haut dans l'ex-canton d'Exideuil, jusqu'à La Feuillade, le maire il est là. Et après on va jusqu'à Aurillac du Périgord, et après on va jusqu'à Fosmagne, et sans compter que le canton, lui, va encore un peu plus loin, jusqu'au Change. Donc ça fait un grand territoire. Mais bon, c'est un territoire sympathique, et c'est toujours avec plaisir qu'on assiste à différentes manifestations qui font vivre ce territoire. Donc c'est les vœux ce soir, donc je vous souhaite à tous une bonne santé, beaucoup de projets qui vont se réaliser, du bonheur, tout ce que vous espérez dans cette année 2025. Quelques mots, et en restant dans mon texte, sur les actions de la communauté. Donc, le passé, on a 3 domaines dans lesquels on est intervenu. C'est tout d'abord l'économie, tu l'as dit, alors je vais rester très court, c'est le fonds économique, 250 000 € par an que l'on met, c'est 50 000 € qu'on a mis en accompagnement du plan de revitalisation de Condat, c'est pas mal de terrains achetés dans des zones d'activité pour installer des entreprises, et tu l'as dit aussi, si on ne nous pose pas trop de problèmes, et je ne suis pas le seul à râler, tout le monde sait que je râle facilement, mais je ne suis pas le seul, puisque Jacques Ouzou, et on n'est pas tout à fait la même famille politique, mais Jacques Ouzou écrivait qu'il y en avait marre qu'on lui mette des cailloux en face des projets qu'il faisait, et il parlait notamment des fouilles archéologiques, puisque sur les 20 hectares des zones d'activité qu'on a achetées, on a des fouilles archéologiques qui doivent être faites et qui bloquent les installations des dossiers. Et tout ça, c'est pas que des mots. On a installé Mondial Relais, c'est 40 emplois aujourd'hui, TRS c'est 100 emplois, puis Jalon, qui a ses camions ici, il veut les amener là-bas, mais il faut qu'ils puissent construire, donc en attendant, il s'embête, parce qu'il n'a pas les autorisations. Donc voilà pour le coin. Après, on a des contacts avec des entreprises. J'avais Marie-Claude, la sénatrice, ce matin au bout du fil, et on doit se rencontrer pour ne pas rompre totalement des liens avec le gouvernement, car si demain on a des investisseurs importants sur le Lardin, il faudra peut-être qu'on soit accompagné, et on a des contacts. Donc on fait ce qu'on peut dans un milieu économique national un peu compliqué, mais bon, avec des fois des soucis et des fois du succès. Donc les terrains sont vendus à prix coûtant, clé en main, et c'est intéressant pour essayer d'attirer des entreprises. Ça, c'est l'économie. Et d'autant plus que c'est difficile financièrement, parce que l'État a souvent supprimé de la fiscalité, la taxe professionnelle en 2011. Aujourd'hui, les ZRR, c'est possible, mais c'est plus compensé par l'État, c'est 80 000 € que l'on perd, etc., etc. Donc, je ne vais pas développer énormément ici, mais là, tout est possible, tous les services qu'on crée, on va en parler brièvement, mais en parler, tout ça n'est possible qu'avec un budget sérieux, nous aussi, qui permettent demain de continuer à développer les services. Donc ça veut dire que le département, tu l'as dit Francine, est par un net négatif, il n'a plus les moyens de sa politique. Nous essayons d'avoir une politique d'attractivité et de développement, mais avoir les moyens de la mettre en route. Et pour avoir les moyens, j'assume un certain nombre d'augmentations de recettes qui vous sont imposées. Parce que l'État a supprimé la taxe d'habitation, l'État a supprimé la taxe professionnelle, l'a remplacée par des dotations qui sont données aux collectivités, mais chaque année, il diminue ces dotations. Donc, il fait des cadeaux avec l'argent des collectivités. Donc, si demain, on ne veut pas être dans la même situation que le département ou l'État
qui cherchent 50 ou 60 milliards, eh bien, on est à trouver un équilibre entre pas trop de fiscalité, parce que tout le monde c'est difficile, mais un certain nombre de fiscalités pour pouvoir financer nos projets. Donc aujourd'hui, nous avons des finances saines. Je remercie mon directeur général des services qui m'explique que toute dépense nouvelle doit avoir en face une recette. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On n'est pas aux abois financièrement, loin de là. On a même un excédent reporté important qui nous permet d'envisager des politiques pour demain. Donc dans ces politiques, c'est les services à la population, et je vais juste les lister, c'est France Service. Alors il y a beaucoup de choses que l'on fait, elles y sont en bas, il y a tous les agents de tous les services, l'urbanisme, je les remercie, France Service, les aides à domicile, les centres d'accueil et de loisirs, enfin merci d'être là. Et tous ces services qu'on a créés, il a bien fallu aller trouver de l'argent. Et c'est pas rien. Donc je vais juste lister France Service qui donne satisfaction à tout le monde. Ça nous coûte 130 000 € par an. Les centres d'accueil et de loisirs qui ne donnent pas satisfaction à tout le monde parce qu'on est encore obligé de refuser un certain nombre de familles parce que c'est plein. Et là, ça coûte 300 000 € par an. La fibre optique, tu l'as dit, l'État a mis de l'argent, le département aussi, la région aussi, mais nous, on met plus de 150 000 € par an. Le service habitat, qui est important pour rénover, pour la rénovation énergétique, ça coûte 250 000 € par an. Le portage de repas et les aides à domicile, c'est 500 000 € par an. Et tout ça, on n'a pas de dotation particulière. Donc, de temps en temps, il faut réfléchir comment on équilibre.